Édition spéciale Brexit, on n'y croyait plus mais ça a fini par arriver. La Grande-Bretagne sort officiellement de l'Union Européenne ce vendredi à minuit. Une petite révolution pour Bruxelles et un retour à la souveraineté populaire pour les Anglais, plus de 3 ans et demi après le référendum. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de passer à notre édition spéciale Brexit, une information non moins importante. TV Liberté fête ses 6 ans ce soir. Depuis désormais 6 années, votre chaîne alternative vous accompagne au quotidien sur son site tvliberté.com, ses réseaux sociaux et ses chaînes YouTube. Une victoire face au politiquement correct pour notre plus grand plaisir et nous espérons le vôtre. On passe à présent à une journée historique pour la Grande-Bretagne. Ce vendredi, le Brexit entre en vigueur. Un petit bouleversement pour l'Union européenne et la fin d'une union entre le continent et le Royaume britannique qui aura duré 47 ans. Thibaut Bastide. Cette fois, c'est vraiment l'heure du départ. Ce vendredi soir à 23h, heure londonienne, minuit en France, le Brexit entrera définitivement en vigueur. Après plus de 3 ans de doutes et de négociations qui auront coûté la place de Premier ministre à Theresa May, le Royaume-Uni ne fait donc plus partie de l'Union européenne. Mercredi, lors d'un vote en séance plénière, les députés européens ont ratifié à une très large majorité l'accord de sortie. 621 eurodéputés se sont prononcés pour, 49 contre et 13 se sont abstenus. Une dernière étape symbolique mais lourde de sens pour les 73 eurodéputés britanniques qui ont donc fait leur carton et mis un terme au contrat de leurs collaborateurs. Oui, c'est sûr, je pourrais très bien me contenter d'être triste et me morfondre en disant « je n'arrive pas à croire qu'on s'en va ». Mais honnêtement, à quoi bon ? Et d'ailleurs, je pense toujours qu'un jour, peut-être, nous reviendrons dans l'Union européenne. Ma barbe sera peut-être un peu plus blanche, mais j'ai bon espoir que cela arrive. Bien sûr que je suis très heureuse, parce que maintenant les gens vont voir que nous avons franchi la première étape, nous avons techniquement quitté l'Union européenne, et nous avons décidé cela il y a déjà longtemps, donc c'est vraiment un soulagement. Tristesse pour les uns, soulagement pour les autres, et comme le malheur des uns fait toujours le bonheur de quelqu'un, c'est le cas notamment d'un nouvel arrivant, Jeanlin Lacapelle, eurodéputé du Rassemblement national. Je m'y attendais. Vous savez, d'abord, c'est une situation absolument ubuesque, puisque nous sommes 5 députés français, 27 en Europe, à être élus. Moi, je suis ravi et bien sûr très fier de pouvoir aller représenter le Rassemblement national et les idées que je défends au Parlement européen, mais je suis surtout aussi très content pour le peuple britannique qui, il y a plus de 3 ans, a voté par voie de référendum la sortie de l'Union européenne et qui seulement aujourd'hui accède finalement à sa volonté parce que l'Union européenne, depuis 3 ans, freine et a tout fait pour punir l'Union européenne et a tout fait pour bafouer en quelque sorte le suffrage universel. Donc enfin, le peuple britannique est écouté et il va pouvoir sortir de cette Union européenne et c'est une belle claque d'ailleurs qui est donnée à l'Union européenne. Désormais, la Grande-Bretagne deviendra un pays tiers de l'UE. Dans les faits, les drapeaux britanniques ne flotteront plus sur les bâtiments officiels européens. Les eurodéputés britanniques ne siégeront plus au Parlement européen et les Britanniques ne pourront plus voter aux élections locales en France et n'auront évidemment plus à se déplacer pour les scrutins européens. Une autonomie retrouvée outre-Manche, souhait exaucé après le référendum de 2016 et les dernières élections générales en décembre dernier. Si d'aucuns s'accordent à dire que le Brexit est une catastrophe à tout point de vue, et notamment économique, Pierre-Yves Rougeron a un tout autre avis. Pour la Grande-Bretagne, absolument pas. D'ailleurs, c'était évident pour des raisons à la fois de technique et de logique élémentaire, comme l'avait assez brillamment résumé Charles Gave à l'époque. On n'a jamais vu un surcroît de liberté tuer quelqu'un. Pour la Grande-Bretagne, c'est absolument pas une catastrophe. Pour l'Union européenne, j'en dirais pas autant. Parce que il va falloir compenser. L'Union européenne est quand même cette organisation à l'avenir étincelant, vu que la Grande-Bretagne part et l'Albanie arrive. L'avenir de l'Europe est assuré. Il va falloir quand même que des peuples travailleurs cotisent pour tous ces projets germaniques de prise des Balkans, etc. C'est-à-dire de pays qui ne peuvent pas mettre au pot vu qu'ils ne sont insolvables. Mais qui va banquer ? Eh bien, l'Union européenne a envoyé la note. Les Allemands doivent banquer légitimement, vu qu'il y a qu'à eux que ça rapporte, mais on va demander aux Français, bien évidemment, vu qu'ils sont bonne poire, et à quelques autres peuples. Certains vont devoir
perdre leur statut de bénéficiaire net pour devenir contributeurs. D'autres vont voir leur assiette lourdement s'alléger, je pense à une partie des pays de l'Est. Le retrait du Royaume-Uni est pour le moment administratif. Les changements importants ne seront cependant pas immédiats. L'activité britannique se poursuivra comme elle se déroulait jusqu'au 31 janvier. Pas de changement immédiat non plus pour les 3,4 millions de citoyens européens vivant au Royaume-Uni, dont près de 350 000 Français. Car malgré l'entrée en vigueur du Brexit, l'Union européenne et le Royaume-Uni vont poursuivre les négociations pour trouver des accords. Cette phase ne devrait durer en théorie que jusqu'au 31 décembre 2020, mais le Premier ministre britannique, Boris Johnson, n'entend pas céder, ce qui pourrait étendre les négociations d'1 ou 2 années supplémentaires. Pierre-Yves Rougeron a d'ailleurs une idée précise concernant la poursuite des négociations. Ce qui va arriver est assez simple. Qui a décidé qu'il était temps d'arrêter la stratégie de tenter d'écraser l'Angleterre? Eh bien, c'est le même pays qui avait décidé qu'il fallait écraser l'Angleterre. Donc c'est l'Allemagne. Et qui s'est rendu compte que Boris Johnson allait sanctionner les exportations allemandes de bagnoles, qui est le dernier poumon avec la machine-outil de l'économie allemande, qui souffre déjà terriblement. Donc l'eurocratie menée dans le combat anti-britannique par le sémillant Michel Barnier s'est décontenancée. Il n'y a aucune raison qu'elle reprenne contenance maintenant, vu que tous les chiffres qui nous viennent de Berlin sont catastrophiques. Et donc, pour ne pas que Boris Johnson, qui le fera, qu'il protégera son peuple, sanctionne l'Allemagne, eh bien, les eurocrates vont devoir reculer sur leurs prétentions. Et c'est le mieux qui puisse nous arriver en plus. Donc, si vous voulez, moi, je suis plutôt confiant sur ce dossier. Passé cette période de transition, des changements commerciaux devraient intervenir. En revanche, le cas des expatriés semble déjà réglé. En effet, ils seront toujours soumis aux mêmes droits et rien ne changera pour eux à partir du moment où ils étaient là avant la fin de la période de transition. Concrètement, il suffira d'avoir une activité professionnelle, une assurance sociale ou un parent proche déjà résident. Loin donc du désastre annoncé. Et après le Brexit, le Frexit, si la possibilité d'une sortie de la France de l'UE paraît encore lointaine, intéressons-nous à présent aux conséquences qui en découleraient avec Florian Philippot. Le Frexit, une idée qui fait son petit bout de chemin. Alors que le Brexit a animé les débats politiques pendant plus de 3 ans, certains souhaitent s'inspirer et appliquer le même processus en France. Une sortie de la France de l'Union européenne n'est pas encore à l'ordre du jour. Les deux candidats pro-Frexit, François Asselineau et Florian Philippot, ayant obtenu respectivement 1,17% et 0,65% lors des dernières élections européennes. Des scores embryonnaires qui n'interdisent cependant pas d'espérer, surtout avec l'entrée en vigueur du Brexit qui pourrait faire évoluer la mentalité en Europe continentale. C'est en tout cas la volonté du président des Patriotes, Florian Philippot. Je pense que ça n'est qu'à partir du moment où le Brexit va être activé, c'est-à-dire demain, que des millions de Français vont commencer sérieusement à regarder de près l'hypothèse du Frexit. C'est-à-dire que jusqu'ici, la question du Frexit était assez virtuelle, puisqu'on avait le sentiment que c'était impossible de quitter l'Union européenne, qu'un pays avait voté en ce sens, mais que ça mettait des années et des années pour se réaliser. Et à partir du moment où c'est réalisé et que manifestement ce n'est pas l'apocalypse annoncée, bien au contraire, je suis absolument persuadé que cette question va devenir centrale dans le débat public et que l'hypothèse d'une sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro va commencer à faire son chemin dans beaucoup d'esprits français. Mais alors, quelles seraient les conséquences d'un Frexit ? Tout d'abord, pour l'Union elle-même, la sortie de la France aurait des conséquences beaucoup plus lourdes que celles de la Grande-Bretagne, comptant parmi les fondateurs Paris est la deuxième économie des 27 et son départ sonnerait très probablement le glas de l'UE. Pour la France, de nombreuses questions se poseraient, notamment celle de la monnaie et le maintien ou non du pays dans la zone euro. Pour Florian Philippot, une sortie de la France de l'Union européenne s'accompagnera nécessairement d'un changement de monnaie. Il est évident que la France, si elle fait le choix du Frexit, fera également le choix d'une nouvelle monnaie nationale. Évidemment, ce sera un bien pour notre pays, un bien pour notre industrie, un bien pour notre économie et un bien, je dirais même, pour notre démocratie, parce qu'on sait bien qu'un pays qui n'a pas le contrôle de sa monnaie, ça n'est pas un pays libre. C'est un pays qui est sous une épée de Damoclès, c'est un pays qui a une monnaie qui n'est pas adaptée à son industrie et son économie. Et donc, la conséquence pour la France, c'est qu'elle redeviendrait un pays indépendant, un pays libre,
qui gérerait ses frontières par rapport à l'immigration, qui gérerait ses frontières commerciales, qui pourrait mettre fin au travail détaché, qui pourrait choisir d'interdire tel ou tel pesticide, tel ou tel OGM librement, qui pourrait choisir de manger du poulet chloré américain ou du bœuf aux hormones américain ou pas, qui pourrait donc choisir aussi une politique industrielle parce qu'il aurait une monnaie adaptée. Enfin bref, ce serait la démocratie et la liberté. Autre questionnement, celui des institutions et notamment le Parlement européen situé à Strasbourg. Un départ de la France de l'UE devrait entraîner une profonde refonte des systèmes européens. Moi, j'ai toujours proposé, puisqu'il n'y aurait plus de Parlement européen, évidemment, plus d'institutions européennes, j'ai toujours proposé que nous gardions évidemment le bâtiment, on va pas le détruire, mais qu'on en fasse un grand centre de recherche internationale, toujours évidemment à Strasbourg, puisqu'il y a des amphithéâtres, il y a des bureaux, il y a des infrastructures, il y a des parkings, etc. Donc, je veux dire, tout est prévu, tout est déjà là. Et donc, on pourrait en faire un grand centre international pour que la France, par exemple, rattrape son retard en matière d'intelligence artificielle, en matière de numérique, en matière de technologie de l'avenir, en matière de spatial. Voilà, et je pense que ce serait très bien. De profonds changements pour l'Union européenne, mais également pour la France. Et toujours selon Florian Philippot, le pays pourrait y trouver son compte. Moi, je suis absolument persuadé que la France serait extrêmement gagnante. D'abord, elle serait immédiatement gagnante financièrement, puisque nous sommes un contributeur net au budget de l'Union européenne, c'est-à-dire que chaque année, on donne 9 à 10 milliards d'euros de plus que ce qu'on en reçoit, toutes aides comprises. Et évidemment, même d'ailleurs, je crains que ce chiffre n'augmente après le Brexit, parce que le Royaume-Uni aussi était un contributeur net, donc il va falloir remplacer en quelque sorte le Royaume-Uni, donc il va falloir qu'on paye encore plus en quelque sorte. Donc on serait immédiatement gagnant financièrement, à coût de plusieurs milliards d'euros par an, ce qui est déjà tout à fait substantiel. Et puis ensuite, on serait gagnant parce qu'on voit bien que l'Union européenne nous tue à petit feu, nous livre au grand large en quelque sorte, en nous désarmant du point de vue de l'immigration, en nous désarmant du point de vue commercial, en nous désarmant du point de vue de l'industrie. Et donc évidemment, ce serait très positif pour un pays comme la France. Brexit, Frexit, UE, le tableau ne serait pas tout à fait complet si la question de la République d'Irlande et de l'intégrité du territoire britannique n'était pas abordée. Yann Valery, journaliste à Brésinfo, nous explique les enjeux territoriaux outre-Manche. Goodbye England, adieu Londres, oui, mais pas la République d'Irlande. Indépendante du Royaume-Uni depuis bientôt un siècle, la nation au trèfle, elle, ne quitte pas le giron bruxellois. Le maintien de ce territoire indépendant de la couronne dans l'UE, alors que le reste des îles britanniques n'y seront plus, n'est pas sans poser quelques problèmes, comme nous l'explique Yann Valery, journaliste pour le média Brésinfo. La République d'Irlande, bien évidemment, elle reste dans l'Union européenne. Pour le moment, il n'est pas question de rétablir une frontière dure avec l'Irlande du Nord. Et j'ai envie de dire heureusement parce que ça conduirait à des catastrophes à mon avis. Ce qui devrait se passer, parce que tout n'est pas encore décidé, ce qui devrait se passer, ce serait plutôt des contrôles sur l'île de Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'île d'Irlande. Ce serait plutôt là où il pourrait y avoir des contrôles, notamment sur tout ce qui est commercial. Ces contrôles-là, par contre, les unionistes en Irlande du Nord s'y opposent, arguant du fait, d'ailleurs c'est légitime de leur part, que il n'y a pas à avoir de contrôle, notamment quand les produits arrivent en Irlande du Nord, puisqu'ils sont partis du Royaume-Uni. Donc on va dire que le casse-tête est encore loin d'être résolu, malgré la proclamation du Brexit aujourd'hui. Les choses peuvent encore changer durant le cours de l'année 2020, et d'ailleurs ce sera la même chose pour les Français ou pour les membres de l'Union européenne, puisque pour ce qui est de la question des passeports, et pour ce qui est de la question des cartes d'identité, pour le moment, le principe de circulation entre les différents pays constituant le Royaume-Uni reste inchangé jusqu'à la fin de l'année 2020, ce qui leur laisse le temps de décider ce qui va réellement se passer aux frontières dans les mois à venir. Une question de frontière qui n'est qu'un élément parmi d'autres. En effet, le destin même de l'Irlande du Nord pourrait être bouleversé à moyen terme. L'Irlande du Nord, là, on a un retour de l'Assemblée Stormont de l'Irlande du Nord qui est co-géré par les Républicains et les Unionistes. On va voir un petit peu comment ça va se passer, sachant que la démographie parle pour les catholiques, on parle d'une majorité dans les années à venir qui pourrait faire basculer et un vote vers l'unification de l'Irlande, d'ailleurs qui continue dans les accords du Vendredi Saint de 1998, dans les accords de paix. Il est convenu que si la majorité de la population en Irlande du Nord souhaite un référendum, les autorités doivent le mettre en place. Donc
les catholiques deviennent majoritaires, il y aura ce référendum. Reste à voir ensuite comment seraient traités les protestants dans une Irlande unie, ce qui est encore un autre problème et ce qui peut amener potentiellement d'autres conflits. L'Irlande en question, mais pas seulement. Une autre composante du Royaume britannique pourrait voir son avenir évoluer, l'Écosse. Un nouveau référendum pourrait ainsi voir le jour du côté d'Édimbourg. Pour ce qui est de l'Écosse, l'Écosse a annoncé via son Premier ministre Nicolas Sturgeon qu'un nouveau référendum sur l'indépendance se tiendrait. Bon, Boris Johnson s'y oppose, mais de toute façon, ça va aller au clash, parce qu'une majorité d'Écossais a plébiscité le Parti nationaliste écossais de gauche, donc ça va forcément aller au clash. Il y a des manifestations pour l'indépendance. L'Écosse veut profondément rester dans l'Union européenne. On risque d'avoir quelque chose de ce qui s'est passé en Catalogne, sachant quand même que je ne pense pas que le gouvernement anglais soit aussi, voire plus autoritaire que le gouvernement espagnol ne l'a été. Donc je pense que les réponses apportées seront différentes. Pour ce qui est du Pays de Galles, c'est encore différent, puisque là, les Gallois sont les seuls parmi les autres nations qui peuplent le Royaume-Uni, donc les Gallois avec les Anglais, à avoir voté pour le Brexit. Donc là, la situation est différente et d'ailleurs, on a vu que les nationalistes gallois étaient plutôt en recul lors des dernières élections. Le Pays de Galles restera bien dans la couronne. Pour l'Écosse et à plus long terme pour l'Irlande du Nord, rien n'est moins sûr. Ironie de l'histoire, c'est peut-être en recouvrant sa pleine indépendance face à Bruxelles que le Royaume-Uni connaîtra sa pire saignée territoriale dans les îles britanniques. Et c'est peut-être là que réside la conséquence la plus alarmante du Brexit pour Londres. Des indépendantismes qui font en quelque sorte le jeu des européistes qui souhaitent plutôt une régionalisation du vieux continent. Là encore, le paradoxe est de taille. Le Brexit, bonne ou mauvaise chose, et pour qui ? La question reste entière et n'a peut-être pas encore de réponse. Le destin de l'Europe comme continent et comme civilisation demeure, lui, plus que jamais compromis, non pas par le Brexit, qui n'est finalement qu'un détail, mais par l'absence de détermination de puissance de ses dirigeants, qu'ils soient européens ou nationaux, et peut-être aussi par la léthargie des peuples qui la composent. Passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Fillon persiste et signe. Dans l'émission de jeudi soir, vous avez la parole. L'ancien candidat des Républicains à la présidentielle s'est défendu face aux accusations dont il fait l'objet quelques semaines avant son procès. L'ancien Premier ministre a réaffirmé le travail effectué par son épouse Pénélope et n'a consenti à regretter que l'affaire des costumes offerts par Robert Bourgi, ami de Nicolas Sarkozy. Il a également expliqué avoir fait un impair avec la critique à peine cachée de l'ancien président, objet d'une mise en examen pendant la campagne des primaires. Du côté des journalistes, Léa Salamé, quelques temps après son interview jugée complaisante avec Carlos Ghosn, avait visiblement décidé de revêtir son costume de procureur. Quoi qu'il en soit, François Fillon a répété à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas faire un retour en politique, expliquant être ravi de sa reconversion professionnelle dans le privé. Le coronavirus poursuit son chemin. Jeudi, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé qu'un 6e cas avait été confirmé en France. Il s'agirait d'un médecin libéral qui a été en contact d'un des cas confirmés ensuite en Asie. Par ailleurs, un avion évacuant quelques 200 Français a décollé vendredi de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Après leur arrivée, ils devraient être mis à l'isolement dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, près de Marseille, suivi par la réserve sanitaire. En Chine, le bilan fait désormais état de 213 morts et près de 10 000 personnes contaminées. L'OMS a décrété l'urgence internationale. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems and which are ill prepared to deal with it. De son côté, le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a annoncé que la Russie fermait sa frontière avec la Chine dans la région de l'Extrême-Orient afin d'empêcher que le coronavirus ne continue de se répandre depuis ce pays.
Nouvelle photo polémique pour Emmanuel Macron. En déplacement à Angoulême pour le festival de la bande dessinée, le chef de l'État s'est vu offrir un t-shirt très spécial agrémenté d'un personnage éborgné avec la mention LBD 2020. Un cliché d'Emmanuel Macron posant sourire aux lèvres avec le fameux t-shirt entre les mains aux côtés du dessinateur Jules qui lui a offert a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Interpellé, le locataire de l'Élysée estimait être dans un pays libre, démocratique qui aime l'insolence. Plusieurs internautes se sont insurgés contre ce cliché d'Emmanuel Macron qu'il qualifie de provocation ou encore de foutage de gueule. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a accusé le président de banaliser les violences policières. Le Premier ministre sera candidat aux élections municipales. Dans une interview parue ce vendredi, Édouard Philippe a déclaré qu'il se présenterait comme candidat tête de liste au Havre en Seine-Maritime. Il a assuré n'avoir jamais envisagé un engagement politique ailleurs qu'au Havre, où il est élu depuis 2001. Pour autant, Édouard Philippe ne devrait pas démissionner de son poste de Premier ministre. D'ailleurs, en cas de victoire, il a indiqué son intention de conserver sa place à Matignon et proposerait que l'actuel maire Jean-Baptiste Gastine conserve le fauteuil havrais. Le Premier ministre s'assure ainsi une petite porte de sortie en cas de remaniement. Le cardinal Barbarin relaxé, condamné en mars dernier à 6 mois de prison avec sursis, l'archevêque de Lyon a été relaxé jeudi pour le chef de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Dans son argumentation, la cour d'appel a indiqué qu'il n'y a pas d'obligation de dénoncer des violences sexuelles sur mineurs une fois que la victime est devenue majeure. La dénonciation ne s'impose que si la victime est en état de vulnérabilité, à savoir malade, infirme, enceinte ou en incapacité de saisir la justice elle-même. Malgré cette décision, le cardinal Barbarin a confirmé son souhait de quitter définitivement sa charge d'archevêque de Lyon. La France condamnée pour ses prisons trop pleines. Jeudi, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour les conditions de détention dans des prisons surpeuplées. Saisie par 32 détenus des prisons de Nice, Nîmes ou encore Fresnes, la Cour européenne des droits de l'homme a recommandé à l'État d'envisager l'adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention. Selon les derniers chiffres trimestriels rendus publics par l'administration pénitentiaire, il y avait 70 818 personnes incarcérées dans les 188 établissements pénitentiaires français le 1er octobre dernier, pour un peu plus de 60 000 places opérationnelles. 10 sculptures de Salvador Dali dérobées. Jeudi, 10 sculptures en bronze du maître espagnol du surréalisme ont été dérobées lors du cambriolage d'une galerie à Stockholm, en Suède. Les voleurs ont brisé la porte vitrée de la galerie couleur dans le quartier chic d'Östermalm et ont emporté avec eux les œuvres d'une valeur estimée entre 20 000 et 50 000 euros pièce. Les sculptures en bronze, qui représentent notamment la fameuse montre molle de l'artisan catalan et dont il existe environ 350 exemplaires numérotés dans le monde, provenaient d'une collection suisse et étaient en prêt. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, un hommage à Roger Olindre. Ce soir, retrouvez Bistro Liberté. La réponse est non. C'est absolument pas le plus haï. Et ce n'est même pas le plus méprisé. Le plus méprisé, je pense, a été François Hollande. Hollande, il était méprisé. Pourquoi ? Parce qu'il était méprisable, comme beaucoup de gens, mais que ça se voyait en plus. Et il pleuvait quelque part, ça lui tombait sur la tête. Et demain midi, retrouvez le Samedi politique. Élise Blaise reçoit le criminologue Xavier Hofer pour épingler tous les mensonges de Christophe Castaner. Monsieur Castaner est l'héritier le plus illustre de la tradition bien établie de la galéjade marseillaise. Il s'est précipité pour suivre son glorieux ancêtre dans cette tradition. Et donc les chiffres sont pipotés. Si jamais M. Castaner continue, par les agressions, par exemple, il ne donnera plus que les agressions d'albinos ou de gens qui ont les yeux verts ou des trucs comme ça. Dans la France de 2020, il y a à peu près 1300 à 1350 cambriolages par jour. Il y a des malheureuses victimes de l'exclusion, là, comme ça, qui rentrent chez vous par la fenêtre pendant que vous dormez, et ils piquent dans vos affaires, ils vous réveillent, ils vous tapent dessus. Si vous faites semblant de dormir parce que vous avez peur, ils continuent à piller et ils s'en vont après. Et dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission dédié à une bande dessinée sur la jeune sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth de France. Et tout de suite, Mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir.
À chaque fois que nous évoquons la situation catastrophique de la dette française, nous parlons systématiquement de la dette publique. Nous n'avons pas complètement tort, puisque la dette publique de la Maison France atteint effectivement des niveaux catastrophiques. Elle s'élève aujourd'hui à la somme astronomique de 2400 milliards d'euros et atteindra dans une demi-douzaine d'années la somme stratosphérique de 3000 milliards d'euros. Dépensons, au diable l'avarice. Cette situation terriblement dégradée de nos finances publiques masque la situation de la dette privée française, qui, elle aussi, n'est pas du tout brillante. En effet, l'endettement total du secteur privé non financier s'élève actuellement à 3200 milliards d'euros, alors qu'il ne s'élevait qu'à 1300 milliards d'euros en l'an 2000. En faisant un petit calcul, que plus grand monde ne sait faire, puisque l'on n'apprend plus à compter, l'on peut constater que nous nous acheminons vers un triplement de la dette privée totale, alors que la production intérieure brute, sur la même période, n'aura augmenté que de 50%. L'on peut comprendre que la Banque de France s'affole et estime, dans un rapport récent, que cette situation fait courir un risque grave pour tout le système financier français. Les optimistes de la première heure affirmeront que cette dette privée est parfaitement acceptable. Entre ces optimistes de la première heure et les froids analystes de la Banque de France, qui analysent froidement les chiffres et qui en tirent de froides conclusions, mon choix est fait. Les analyses de la Banque de France sont plus sérieuses. C'est la raison pour laquelle nous pouvons estimer que le presque triplement de la dette privée française en 20 ans fait peser un risque très lourd sur l'économie de la Maison France. Décidément, dans notre pays, rien ne va plus du côté des dettes, qu'elles soient publiques ou privées. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.